Salut à vous les amis de la terreur et du suspense. Apocalypse City, épisode 5, Dualité. Alors attention spoiler, si vous n'avez pas vu les 4 précédents épisodes, je vous invite à commencer par le premier épisode, qui va se trouver ici normalement. Où est-ce qu'on en était ? Ça sent le roussi pour Loïc Fredonnec, ou plutôt Daniel Giraudot, à moins que ce ne soit Benjamin Emerson. Alors que sa véritable personnalité, d'après ce qu'on en sait, c'est Daniel Giraudot. Bon, toujours est-il que pour le moment, notre héros croit qu'il est Loïc Fredonnec. Il n'est pas encore sorti de ce foutu dôme du péril, mais il a reçu les coordonnées d'un point de rendez-vous par le type qu'il a croisé dans l'immeuble. Le tout est de savoir s'il va y parvenir. Et s'il y parvient, à quel genre de surprise doit-il encore s'attendre ? Parce que là, je vous raconte pas dans quel état psychologique et émotionnel se trouve notre gars. C'est sûr qu'à choisir, je ne serais jamais allé faire du tourisme en Corée du Nord, même pour les beaux yeux de la mystérieuse Ki-young. À moins que d'avoir fait un passage par la cage à souvenirs. Pour ceux qui aiment se poser avec un livre, Apocalypse City sera disponible dans ce format d'ici la fin de l'année sur Amazon. Bon voyage. Au tréfonds d'une brèche dans laquelle j'étais descendu, j'ai découvert une ville souterraine. Vous commencez à comprendre ? Me demande Poker. Je comprends que je viens de voir un film dans lequel je prétends être quelqu'un d'autre. Le bruit d'une horloge cotonneuse commence à engourdir mes sens. Je repère une sorte de dôme sombre, droit devant à l'horizon. Un îlot. C'est dans cette direction que je vais me diriger. Une ville, au cœur de l'îlot. 20 minutes ont dû s'écouler depuis que j'ai provoqué la fuite de gaz. Les alentours du hangar deviennent une zone dangereuse. Avant que les battants du sas ne se referment, je passe de l'autre côté de l'arcade. Nous sommes une organisation secrète au service de la sécurité civile. Hors la loi, nous agissons pour le bien commun. Les outils dont nous disposons sont à la pointe de la technologie, et même au-delà. Le portail s'est refermé derrière moi. Cet endroit, éclairé par des bornes, ressemble à un parking souterrain. Effectivement, de part et d'autre de la voie en Balatom, d'innombrables voiturettes sont parquées en épi, alignées comme une armée de clones endormis. Ces véhicules blancs me font frémir. Ils n'attendent que d'être utilisés. Les fantômes du futur hantent déjà les lieux. J'avance tout droit vers un second sas au bout de l'allée. Je suis à mi-chemin quand retentit une explosion assourdissante. Le sol tremble sous mes pieds. La roche gronde tout autour. La première détonation est suivie de 2 autres. Les répercussions sont telles que je perds l'équilibre. Ça y est, le hangar a explosé, et la poche de gaz aussi. Des frissons me parcourent le corps. Que reste-t-il de la ville ? Un craquement sourd des plus inquiétants s'étire dans l'air comme le beuglement d'un colosse monstrueux. Il semble s'élever de tous les côtés à la fois. La roche est fissurée. La mer s'infiltre à l'intérieur du dôme. Bientôt, l'îlot sera englouti et moi avec. La terreur me remplit. Comment suis-je arrivé là ? Et pourquoi ? Je me précipite en titubant vers le deuxième portail, tandis que les bornes éclairantes commencent à vaciller. Je trouve le boîtier de contrôle juste avant que la lumière cesse. À tâtons, je glisse le badge dans la fente. Rien ne se passe. Plus de courant. Je réitère. Toujours rien. Coincé dans les ténèbres avec les fantômes du futur. Sous mes pieds, le sol tremble de plus belle. Je me plaque contre une paroi. Les bornes éclairantes se rallument un bref instant puis s'éteignent à nouveau. Il m'a semblé apercevoir une large flaque d'eau à quelques pas de moi. La roche est fendue ici aussi et bientôt, les interstices vont céder. Le temps d'un éclair, l'idée de tourner le fusil contre moi m'effleure. Ne serait-ce pas plus rapide ? Je veux en finir. Plus aucun espoir n'est permis, je me surprends à prier. J'ai envie d'appeler « Maman !» Maman ? Maman ? Ce mot résonne dans ma tête, mais aucun souvenir ne vient y faire écho. Aucun visage. Qui est-elle ? Elle existe pourtant. Je ressens vaguement les vibrations de sa voix aviver une corde au fond de ma mémoire. Je repense à ma vie et mes clichés sont flous. Où sont ma famille, mes amis ? Qui me pleurera ?
Tandis que la mort s'engouffre dans le dôme, le vide s'immisce en mon fort intérieur. Ma mémoire n'est qu'un abîme où se noie un magma d'incohérence. C'est ce que je réalise avec effroi. Pourquoi Jason a-t-il fait ça? Jason? J'ignore qui est Jason. La paroi contre laquelle je suis appuyé vibre avec force. Le râle caverneux du colosse s'amplifie. Les lumières clignotent plusieurs fois, elles se rallument. Mon cœur fait un bond en même temps que mon corps. Je tends machinalement ma main et je la vois glisser le badge dans la fente du boîtier de contrôle, comme si elle ne m'appartenait plus. Les battants ont coulissé de quelques centimètres. Les bornes se remettent à clignoter puis s'éteignent. Le sas reste entrebâillé. J'écarte les portes de toutes mes forces pour me glisser entre elles. Devant moi, au loin, des loupiotes s'agitent. Baigné d'obscurité, je marche prudemment dans leur direction. Je vois 3 hommes. Grâce à l'uniforme, je peux tenter une approche, mais dès qu'ils me demanderont ce qui se passe, alors il faudra improviser. Je ne suis plus très loin d'eux lorsque soudain une lumière inonde les lieux. Un bruit de turbine s'active. Le plafond est bas. Je me tiens sur un terre-plein, au milieu d'une huitaine de bacs rectangulaires, creusés dans le sol. C'est de l'un de ces compartiments devant moi que provient la lumière. Celle du puissant phare d'un sous-marin qui se réverbère sur la roche. De l'eau gicle de partout par la voûte fissurée. Le sous-marin qui m'a surpris provenait d'ici. Celui-ci est prêt à partir. On doit pouvoir y tenir à 7 ou 8 personnes maximum. Paniqués, les 3 hommes montent sur l'appareil par une échelle accrochée à son flanc. Puis ils se précipitent un à un par l'ouverture supérieure. Je cours. J'atteins l'échelle et grimpe. Le dernier des 3 hommes m'aperçoit avant de refermer l'écoutille. Je baisse la tête lorsqu'il braque sa lampe sur mon visage semi-casqué. Il rouvre l'écoutille, me presse à le rejoindre. J'entre dans l'engin à sa suite. Le soldat sous moi ne cesse de parler. Il me questionne, il voudrait savoir ce qui se passe. Pour le moment, il ne voit que mon derrière, tandis que je referme l'écoutille au-dessus de ma tête, en essayant de paraître habitué. Je descends lentement. Quand je me retournerai, il faudra agir vite. Je touche le sol. Avant même que j'aie eu le temps de me retourner, j'entends le son de sa voix se durcir. Il alerte les autres. Ces maudits bracelets m'ont une fois encore trahi. D'un coup, dans le bas du dos, le soldat me plaque contre les échelons et me maintient en hurlant. Un tremblement fait chanceler le submersible. J'en profite pour pivoter et décocher un coup de coude à la mâchoire de mon assaillant. Il tombe en arrière. J'arme le fusil et je le mets en joue. Je crie « Don't move !» Les 2 autres arrivent depuis l'avant de l'appareil. Ils se figent, me regardent médusé. Le soldat porte une arme en bandoulière, mais tout comme moi, il sait qu'un coup de feu ici anéantirait nos chances de survie à tous les 4. 4 ? Non, il y a un 5e homme dans la cabine de contrôle. Les secousses s'intensifient, j'agite le fusil et j'ordonne « Go, go, go !» Sans broncher, les 2 hommes regagnent le poste de pilotage. Mon assaillant se relève, je le somme de déposer son arme à terre. Il s'exécute lentement sans me quitter du regard. Je l'invite à garder ses mains croisées au-dessus de la tête. Le temps de trouver quelque chose pour l'attacher. Les turbines rugissent, l'engin a démarré. Un soubresaut m'oblige à m'agripper à l'échelle. Celui que je tenais en respect profite de l'occasion pour se pencher sur son arme. Je fonce sur lui, lui balance un coup de bottillon à l'épaule, puis je saisis le choqueur à ma ceinture pour l'électriser. Ces petits joujoux made in Corée sont redoutables. Il s'évanouit. Tandis que le sous-marin se met en branle, le second soldat revient du poste de pilotage. Il a l'air en rogne. Je le menace, mais il avance, la main posée sur l'arme pendue à son épaule. Je prends les devants, je charge, fusil en avant. Mon regard déterminé se plante dans le sien. Le bout de mon canon enfoncé au-dessus du nombril, il laisse glisser son arme le long de son épaule jusqu'à terre. Il lève les mains. Augurant qu'il va me causer des problèmes, je lui balance une décharge de choqueur qui le sonne. Il s'effondre. J'ai peine à comprendre d'où me proviennent ces réflexes combatifs, mais je crois me souvenir que j'ai toujours aimé faire du sport. Encore un angle mort de mes souvenirs. Je ne parviens pas à raccorder certaines images à mon vécu ni au présent. L'état d'urgence qui monopolise mon esprit a sans doute mis en stand-by l'accès à certaines informations. J'entre dans le cockpit où les 2 pilotes s'affairent à extraire le submersible de sa rampe de lancement. Tout comme moi, ils veulent survivre. Je pense aux soldats restés dans la ville. Comment cela a-t-il pu se produire ? Et celui qui m'a aidé à sortir de ce trou à rats, mort, lui aussi ? C'est horrible. Maîtrisant ma peur, je m'adresse aux 2 pilotes qui me jettent des regards paniqués par-dessus leur épaule. « Don't panic, go, go, go !» Un diaphragme s'ouvre devant l'embarcation. Nous
passons dans une écluse. Les grincements de sa mécanique percent le tumulte qui nous charrie. Pourvu qu'elle tienne. Des chocs retentissent à travers la carlingue. Des fragments de rochers commencent à se détacher. Le passage nous est empêché par une trappe. Les pilotes semblent désemparés. Celui de droite s'excite sur un bouton visiblement censé activer la dite trappe. Celle-ci daigne enfin s'ouvrir par à-coups avec une lenteur mortelle. Les eaux noires du bras de mer apparaissent dans les phares. La bouche du dôme creux nous recrache. L'effondrement de l'îlot propulse le petit sous-marin au hasard. Je me retrouve à rouler contre les parois comme un petit pois dans une boîte d'allumettes. J'ai perdu toute notion d'espace. Le fusil m'échappe. Lorsque l'engin se stabilise, je termine ma course contre le siège du pilote de gauche, bien arrimé à ses harnais. Il me regarde éberlué, sans réaction. Je me relève, trébuche, en m'éloignant de lui. Après quelques secondes nécessaires à reprendre mes esprits, je récupère le fusil et le braque vers mes pauvres compagnons d'infortune. Vive les excursions touristiques. Je leur indique en anglais les coordonnées que mon sauveur m'a communiquées dans l'immeuble. Ils ont du mal à saisir, mais celui de gauche montre de la bonne volonté. Il finit par entrer les informations dans l'ordinateur de bord. Pourvu que le correspondant annoncé se trouve au rendez-vous. Je détache les harnais des sièges inoccupés, puis ligote les 2 soldats évanouis. Suivant le guidage automatique, le sous-marin remonte lentement vers la surface. Les ruines du dôme et de la ville aquatique ne figurent plus sur le radar depuis un moment. L'un des pilotes me fait comprendre dans un anglais approximatif que nous longeons la frontière chinoise et que la sécurité du territoire nous a probablement repérés. L'appareil se stabilise à 6 km d'une côte, sur une mer calme. La vue par le hublot avant est dégagée. Une forme crève soudain la surface ondulée de l'eau à une dizaine de mètres. Je crois d'abord qu'il s'agit d'un cétacé, mais la peau luisante de l'animal s'avère être métallique. Il avance lentement vers nous. Le pilote le plus loquace semble s'étonner que la chose ne figure sur aucun écran. Les appareils ne la voient pas, mais cette chose est bien là. Son museau noir vient buter contre le nez de notre embarcation. Cela pourrait être un missile. À moins que... Une voix jaillit d'un haut-parleur du tableau de bord. Il s'agit d'une femme. You have arrived at your destination. Vous voilà arrivé à destination. Mon cœur fait un bond. Cette voix... Ki-Young. Quick! Je gagne l'écoutille et sors du sous-marin. En équilibre sur le toit, je tente de rejoindre le petit engin. C'est un submersible biplace. Il vient se loger sur le flanc de celui que je piétine. La bulle arrière est ouverte sur la place qui m'attend déjà. D'une enjambée, j'atteins le cockpit qui se referme aussitôt. Après avoir accosté dans la crique d'une petite île, nous marchons dans une grotte à la lueur de sa lampe. Je la suis. En entendant sa voix tout à l'heure dans le haut-parleur, je savais déjà que c'était elle. Mais ça n'a pas empêché mon cœur de s'emballer lorsqu'elle a ôté son casque et que j'ai retrouvé son visage. Ses yeux en amande, son petit nez, sa silhouette gracieuse. C'était hier et j'ai l'impression qu'une éternité s'est écoulée depuis que nous nous sommes quittés. Ki-Young, je dois te dire... Nous n'avons pas le temps, Louis. Nous rejoignons l'autre extrémité de la grotte et sortons par une étroite ouverture qui ressemble à un œil vertical. À une trentaine de mètres, j'aperçois un hangar. Ki-Young presse le pas dans cette direction. « Attends-moi » dis-je à bout de force. Le soleil pèse sur mes épaules comme une armure brûlante. Pourquoi est-elle si distante ? Il faut faire vite. Crie-t-elle tandis qu'elle se met à courir sur le sol sablonneux. Elle décadenasse la porte du hangar et nous entrons. Il faut soigner cette blessure à ton avant-bras. Que se passe-t-il, Ki-Young ? Je ne comprends rien. Pourquoi es-tu là ? Pourquoi les événements prennent-ils cette tournure ? Attends là, je reviens. La lumière s'allume. Je découvre alors un avion, un jet. Je devine la suite. Mais comment j'ai pu me fourrer dans un truc pareil ? En me trouvant simplement au mauvais endroit au mauvais moment ? Non, le hasard ne semble pas être la source de ce cauchemar. Ki-Young revient, une trousse de pharmacie à la main. Elle m'invite à m'asseoir sur un banc près d'un local vitré. « Tu n'as pas répondu à mes questions. Pourquoi tout ça ?» Elle soulève la manche de mon uniforme pour regarder la plaie. J'insiste. Et puis ce type qui m'a parlé et qui savait que tu m'attendrais. Comment est-ce possible ? C'est infecté. Je dois te faire une piqûre antibiotique. Elle sort une seringue en blister de la trousse. Épaule, dos, cuisse ou dans les fesses la piqûre ? Écoute Ki-Young, il faut vraiment que je te dise.
Je voudrais qu'on se revoie quand tout sera arrangé. Ne parlons pas de ça, tu veux? Cette nuit, j'ai cru que... Enfin, il s'est passé quelque chose entre nous. Je sais pas si tu as ressenti la même chose que moi, mais... Alors, cette piqûre, tu l'avais où? Je tends mon épaule gauche. Une fois le produit injecté, elle entreprend de bander la plaie. Ça aussi, c'était prévu. Le bandage, la piqûre, Il faut toujours prévoir ce genre de choses. Ne bouge pas. c'est comme l'avion. C'était prévu? Arrête de faire l'innocent. Tu en sais bien plus que moi sur cette affaire. Tu sais aussi que nous ne devons pas en parler. La nuit dernière à l'hôtel, nous n'aurions pas dû. Je t'assure que je comprends rien à cette histoire, Guillaume. Ça non plus, je devrais pas te le dire, mais je ne m'appelle pas Ki-young. Mon nom c'est June. June. Tandis qu'elle achève son bandage, je sens mes yeux se fermer. J'ouvre les yeux. Je ne reconnais rien. Il y avait un hangar. Ki-young. L'avion. La piqûre. Je me suis endormi. Où suis-je maintenant? Ça ressemble à une chambre d'hôpital et il fait sombre. Je suis dans un lit. Des électrodes reliées à un encéphalogramme sont collées sur mon front et mes tempes. Une porte s'ouvre. Voilà de retour parmi nous. Me lance gaiement une voix féminine dans la semi-pénombre. Je tourne la tête dans sa direction. Ki-young? Pardon? June? C'est toi? Les stores s'ouvrent sur une étendue rougeoyante. La fenêtre à ras du gazon m'indique que je suis dans un sous-sol. Le soleil se couche. La femme en contre-jour s'approche de mon lit. Non, vous êtes à Mornon-Beu. Je suis Dahlia Delame, votre collègue. Il est normal que vous ne me reconnaissiez pas encore. Mais sachez que je suis de votre côté. Qu'ont-ils donc tous à être de mon côté? Je distingue ses traits, un nez aquilin, des lèvres presque inexistantes. Visage inconnu. Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que Mornon-Beu? Où ça se trouve? Que voulez-vous? Que de questions auxquelles je vais vous répondre, monsieur Giraudot. Vous faites erreur, je m'appelle Loïc. Loïc Fredonnec. Comment croire ce que m'a raconté cette femme? Pourtant, la vidéo ne ment pas. Elle n'a visiblement pas été truquée. Je ne suis donc pas Loïc Fredonnec, un breton, mais une sorte d'agent nommé Daniel Giraudot. Mes souvenirs ont été remplacés par des faux, que j'aurais, qui plus est, choisi moi-même. Mon voyage à la mer Jaune avec pour but ce qui s'est passé. Tout ce malheur était planifié. J'ai causé la mort d'une vingtaine de soldats. Et Ki-young, June, fait partie de cette manigance. Monsieur Giraudot, vous n'avez pas été très cool avec Loïc Fredonnec. Nous ne partageons pas le même goût de l'aventure ni de la justice. La propriété est immense. Je marche le long d'un étang où se reflètent les derniers rayons du soleil. Je flâne, tandis que deux hommes costauds en costard me surveillent à bonne distance. Plus que flâner, j'ai l'impression d'errer. La mystérieuse Dahlia Delame m'a parlé d'un certain Thomas Poker que je mentionne dans la vidéo. Il serait l'instigateur de tout ça. J'ai hâte de le rencontrer. Il paraît que Daniel Giraudot le connaît bien. Une flopée de canards prend bruyamment son envol derrière un bouquet de joncs. Je m'arrête pour humer l'air tiède de ce mois de mai. Mois de mai? Oui, je crois. Mais quel jour? À une cinquantaine de mètres, j'aperçois un grillage. Ce doit être ici que la propriété s'arrête. Au-delà, une forêt ferme l'horizon. Pourquoi n'ai-je pas plus envie que ça de m'enfuir? Après ce que je viens de vivre, ce ne sont certes pas les deux types là-bas qui m'empêcheraient de franchir la grille et de ruser pour leur échapper. Je pourrais leur tendre un piège, rejoindre dans un premier temps Paris, puisqu'il paraît que nous en sommes proches. Mais non, je n'en éprouve aucune envie. Et puis il y a cette puce électronique semi-organique dans mon pied droit, paraît-il. Les révélations de Dahlia Delame m'ont beaucoup perturbé. Comment accuser le coup quand on vous apprend que vous n'êtes pas celui que vous croyez être? Je comprends mieux maintenant les failles dans ma mémoire. Pourquoi mes repères sont troubles? La vie de Loïc Fredonnec n'est qu'un décor de cinéma, une image en papier mâché. C'est difficile à encaisser. Mes souvenirs contiennent pourtant des images, des scènes, des sons, et même des odeurs. Vu, vécu, entendu, senti ou factice. Une petite voix presque inaudible me susurre sans cesse que Jason m'a trahi. Mais qui est ce Jason? Daniel Giraudot le connaît-il, lui? Si j'ai bien saisi le principe de la machine à mémoire, Dahlia Delame parlait d'une cage à souvenirs, redevenir Daniel Giraudot me permettra d'oublier tout ce qui s'est passé. Ma conscience sera nettoyée.
On tire la chasse et tout s'en va. Seulement voilà, je ne veux pas oublier June, Ki-young. Elle demeure le bon souvenir le plus intense auquel je peux m'accrocher. Mon unique référent sentimental. Et pourtant, elle aussi m'a trahi. Où est-elle maintenant ? Non, je n'ai pas envie de redevenir celui qui s'est prêté à ce jeu. Celui qui m'a créé. Des sentiments contradictoires m'animent. Loïc Fredonnec méprise Daniel Giraudot. Je laisse l'étang derrière moi pour regagner le pavillon. Il ressemble à un vaisseau spatial. Toujours d'après Dahlia Delame, je connais bien cet endroit puisque j'y possède mes appartements. Mon bras bandé me donne des élancements. Depuis le perron de l'entrée principale, j'aperçois, à environ 300 mètres, un gros rectangle blanc crème. L'une de ses faces visibles arbore une enseigne sur laquelle est écrit « Vitalife » en rouge et jaune. Une usine ? C'est ici que je vis ? Une certaine nostalgie de ma Bretagne natale me gagne. La sensation du vent au bord de la mer, le parfum d'iode. Je cours sur la plage. Il ne fait pas chaud. Une femme rousse me tend les bras. « Maman ?» Je monte sur un bateau pour aller pêcher en mer avec mon père. Je revois les rues de Quimper, de Rennes, de Nantes figées comme des photographies. Et ce n'est rien de plus. Des clichés vides de sens dont on m'a bourré le crâne. La voix de Dahlia Delame retentit dans mon dos. Ah, je vous cherchais justement. Elle a sorti la tête par l'entrebâillement de la porte. Vous venez ? Monsieur Poker est en mesure de vous recevoir. Je la suis dans un dédale de couloir aux murs peints en blanc crème. La couleur favorite des occupants du lieu, dirait-on. La décoration sommaire donne l'impression de se trouver nulle part. Un désert en 3 dimensions. Restez ici durant une journée et vous ne savez plus où ni qui vous êtes. D'un coup de télécommande confirmé par son iris, la femme fait pivoter un pan de mur et m'invite à entrer dans une pièce aux lumières tamisées. Un homme est assis à l'autre bout dans la pénombre, près d'une fenêtre au store baissé. Le coude sur son bureau, le menton appuyé dans la paume de sa main, il semble réfléchir ou rêvasser. Monsieur Giraudot est ici. Il lève les yeux. Visage massif, bouc et moustache, crâne ras, ça ne m'évoque rien. Ça sent le tabac froid. En m'approchant du bureau, c'est une odeur d'alcool qui envahit mes narines. C'est ça, Thomas Poker ? Cette loque qui refoule l'alcool de tous ses pores ? Il se lève d'un bond, bouscule sa chaise à roulettes qui bute contre le mur derrière lui. « Excusez-moi. » Vous êtes sûr que vous êtes en état ? Demande la femme en lui tenant le bras. Il se dégage d'un coup d'épaule. « Parfaitement. Vous pouvez nous laisser. » La femme ne semble pas convaincue, elle insiste. Si vous voulez, je peux... Laissez-nous. Je dois parler à monsieur Giraudot. Giraudot, je rectifie. L'homme se tourne vers moi avec un sourire inquiétant, tendance cynique. Je vois que tu as une bonne mémoire. Dahlia Delame s'éclipse après m'avoir lancé un regard entendu. J'interroge l'homme. Monsieur Poker, c'est bien ça ? En personne. Il fait une révérence. Je suis ton ami et supérieur hiérarchique. Celui qui va te rendre ton identité. La mission n'a pas été trop dure ? Mes sentiments sont partagés et je me contiens pour tenter d'en savoir plus. Je parle d'un ton détaché de toute émotion. Enfin, j'essaye. J'ignore si tout ce que m'a raconté votre collègue est vrai. Ça l'est. Soit. Mais quelles sont alors les motivations de ce groupuscule auquel, d'après vous, j'appartiens ? Le fin sourire à tendance cynique quitte son visage. Mon interlocuteur s'adoucit. La paix. Voilà notre motivation principale. La paix. Tu peux t'asseoir si tu veux. Non merci, j'ai du mal à rester en place. Il se rassoit. Je vois. La surexcitation de la mission ? Quelque chose à boire ? Je suis plutôt anxieux de ne rien contrôler. Non merci. Je crois pas que quelqu'un puisse comprendre ce que je ressens. Je comprends ta confusion plus que tu ne pourrais l'imaginer. Il sort une bouteille de whisky presque vide de sous son bureau et s'en reverse un verre. Mais tu dois me faire confiance. Et je sais qu'au fond de toi, tu as confiance en moi. La vérité, c'est que je n'ai personne d'autre à qui me vouer. Sinon moi-même. Et je ne suis, paraît-il, pas moi-même. Comme je ne tenais pas en place, Thomas Poker et moi sommes sortis marcher au clair de lune, non loin de l'étang. Ça lui fera du bien, à lui aussi. Le retour de Daniel Giraudot est prévu pour demain matin. Mais je refuse de lui céder la place. Je m'en ouvre à mon interlocuteur qui marche sur ma droite. Vous savez, il y a eu des morts, au moins une vingtaine. Des soldats et puis le correspondant infiltré. Sans compter que j'ai failli laisser ma peau. Je peux plus jamais recommencer une chose pareille.
Il s'arrête, me pose une main sur l'épaule. Tu verras, demain tes remords auront disparu et tu te rendras compte de toute l'importance de ce que nous accomplissons. Il faut faire des sacrifices. Quelques soldats contre des milliards d'individus. Il ôte sa main. Vous ne comprenez pas. Je ne veux pas redevenir celui d'avant et surtout, je ne veux pas perdre les souvenirs de celui que je suis. Mes propos semblent l'embarrasser. Il ouvre plusieurs fois la bouche avant de parler, l'œil dans le vague. Ta réaction est normale. Mais la nuit porte conseil. C'est l'épuisement qui parle pour toi. Je te sais plus combatif. Eh ben justement, je ne veux plus l'être. C'est du suicide. Daniel Giraudot est-il inconscient ? Non, Daniel Giraudot est courageux et volontaire. C'est toi, mon vieux. Il est très important que tu redeviennes toi-même. C'est le contraire qui serait un suicide. J'agite la tête de droite à gauche. Oublier Ki-Young ? June ? Non, c'est impossible. Je veux la revoir et me souvenir. Finalement, même si je me nomme Loïc Fredonek, la décision vient quand même de moi, puisque Daniel a décidé de devenir Loïc. Pourquoi Loïc ne déciderait-il pas de le rester ? Mes sentiments m'appartiennent, quelle que soit mon identité. Ceux qui sont nés dans le cœur de Fredonek sont tout aussi légitimes que ceux de Giraudot, non ? Tu m'embrouilles l'esprit. Il réfléchit un instant. Mais qui te dit que Daniel Giraudot n'a pas aussi des sentiments à retrouver ? Peut-être plus intenses encore que ceux développés en 10 jours par Loïc Fredonek. Quelque chose de plus intense que mon ressenti envers June ? Plus fort que mon envie de la revoir ? Je n'y crois pas. Vous avez raison, j'ai encore du mal à admettre la réalité de la situation. Je vais te montrer ton appartement. Demain, je passe te chercher à 10h30, on y verra plus clair. Les mains sur la commode, je m'interroge dans le miroir de la chambre. Dois-je fuir ? L'appartement richement décoré ne m'évoque rien. Il sent le renfermer. La déco moderne, la cuisine équipée et les gadgets du genre distributeur à glaçons ne sont pas de mon goût. Si cette histoire de changement d'identité s'avère vraie, alors cette cage à souvenirs est redoutable et surtout très perfide. Comment savoir ce que cette machine a pu modifier dans mon cerveau ? A-t-elle aussi modifié mes goûts, ma façon de ressentir ? Je ne peux pas mettre ma confiance dans les mains de ce buveur. Je ne le sens pas, ce mec. Partir, mais où irais-je ? En créant Loïc Fredonek, ne lui ai-je pas donné une adresse fictive ? Un lieu d'ancrage ? Je cherche dans mes souvenirs confus, et rien ne vient. Tandis que j'observe l'inconnu dans la glace, je pense à un vieux film d'espionnage. À bien y réfléchir, j'ai déjà vu maintes fois ce genre de scène, en bande dessinée aussi. Dans ces histoires, les miroirs sont des vitres sans teint, à travers lesquelles le héros est espionné par les méchants. Et justement, depuis que je suis arrivé ici, je me sens épié. Je jette un coup d'œil derrière la glace. Rien de suspect, elle est normale. Je vais m'asseoir sur le lit. Édredon blanc crème. Ai-je réellement vu ces histoires d'espionnage par le passé, ou ne sont-elles que des souvenirs implantés ? Je m'allonge, m'adosse à la tête du lit et ferme les yeux pour plonger dans mon esprit. Au bout d'un moment, une voix d'enfant résonne en moi. Ma voix. Allez, tonton Barnet, s'il te plaît, remets-nous une cassette de James Bond. J'ai 5 ans. À côté de moi, un autre enfant plus âgé de quelques années frappe des mains en sautillant. Et il manifeste également son envie de regarder James Bond. Moi, celui que je préfère, c'est celui avec requin. Mais la grosse main de tonton Barnet éteint le téléviseur et sa voix grave nous ordonne sans brusquerie d'aller nous coucher. Nous obéissons. C'est qu'il a de la poigne, tonton Barnet. Tonton Barnet ne rigole pas, c'est sûr. Mais qui est tonton Barnet ? Je sens que ceci constitue un véritable souvenir. La cage n'est peut-être pas aussi efficace que le prétend son concepteur. D'après ce que m'en a dit cette femme, Dahlia Delame, Thomas Poker est très fier de son invention. Je brûle de curiosité et d'angoisse à l'idée de la découvrir. Pourrait-il m'obliger à redevenir l'ancien moi ? Me forcer à entrer dans la cage à souvenirs ? Après tout ce qui s'est passé, ça ne fait aucun doute. Il ne reculerait devant rien. Je vais la jouer fine en essayant de négocier une alternative avec Poker. Réveil en sursaut. Le téléphone accroché à son support au-dessus du lit sonne. Je décroche. Allô ? Bien dormi ? C'est la voix de Thomas Poker. Prenez le temps de déjeuner, votre frigo est plein. C'est d'ailleurs l'unique objet que nous nous sommes permis de toucher en votre absence. Vous êtes chez vous. Je vous attends dans 1 heure, près de l'étang.
Avant de quitter l'appartement, je griffonne quelques mots sur un papier. J'y inscris les conditions que je vais imposer à Poker, au cas où il tenterait de me doubler. Je planque le billet dans ma tête d'oreiller.